152 cas de coronavirus à la date de ce 26 mars. Zorgo, Manga, Boromo sont désormais touchés en Suisse de Banfora, Ouagadougou, Bobo, Dédougou et Houndé. Nous retrouvons dès l'ouverture du journal l'équipe de coordination pilotée par le professeur Martial pour les détails du point de presse. État d'alerte sanitaire, mise en quarantaine des villes touchées par le Covid-19, la rentrée des classes repoussée au 14 avril. Le gouvernement réaménage ces mesures pour refréner la propagation. Mesures décrétées lors du Conseil des ministres tenu en format électronique ce jour. Nous les décortiquons dans un instant avec le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danjinou. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à vous. 36 marchés sur 85 touchés par la mesure de fermeture des Yards. Une fermeture dont l'effectivité est constatée depuis ce 26 mars. Une de nos caméras fait le tour de quelques marchés de la ville. Vous verrez le constat qui se dégage dans une poignée de minutes. Plus d'une soixantaine de prêtres décédés du Covid en Italie. Ils sont restés en seconde ligne de front pour être un soutien et un réconfort auprès des malades. Une attitude qui est aussi une réponse à l'appel du pape François du 10 mars dernier, demandant aux prêtres d'avoir le courage de sortir et de voir les malades. Élément à suivre en fin de journal. Et ce sont là les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. 6 nouveaux cas détectés qui portent à 152 le nombre de cas confirmés au Burkina. 100 hommes touchés et 52 femmes. C'est la substance du point de presse tenu par la cellule de riposte au Covid-19. Nous en apprenons davantage dans ce compte rendu de Idrissa Warga et Christine Koulibaly. À la date du 25 mars, le Burkina Faso compte désormais 152 cas de Covid-19, dont 6 nouveaux cas, le tout réparti comme suit. Vous avez 127 cas à Ouagadougou, 10 à Bobo, 6 à Boromo, 2 à Dédougou, 3 à Houndé et 1 à Banfora, 1 à Manga et enfin 2 à Zorgo. De nouveaux foyers malheureusement et 10 décès. Je voudrais revenir sur les 3 derniers décès parce que les 4 autres, vous le saviez déjà. Il s'agit donc d'un homme de 59 ans, donc porteur d'une HTA, donc qui est rentré dans un tableau de détresse respiratoire et qui est décédé. Et une femme également de 75 ans, donc ayant pour antécédent une hypertension artérielle, un diabète, qui est également décédé dans le tableau de détresse respiratoire qu'il a mené. Enfin, un homme de 50 ans, je précise ici que c'est un Philippin, diabétique connu, donc, qui est donc rentré dans un tableau de détresse respiratoire, il en est décédé. Nous avions au total 10 guérisons, mais je voudrais revenir sur les 3 guérisons. Il s'agit de 2 femmes de 26 ans et de 23 ans et un homme de 36 ans. Comme vous le voyez, le Covid semble manifestement moins létal chez les personnes jeunes. Je ne dis pas que les personnes jeunes ne doivent pas faire attention. Vous avez vu qu'on a eu un décès quand même d'un homme de 33 ans, quand bien même presque tous les décès sont au-dessus de la cinquantaine. Le 2x35 n'a pas cessé de crépiter avec au total 19 323 appels. De 35, les postes de réception passeront à 65 pour réduire les temps d'attente. 746 personnes contacts sont suivies également. Quant aux tests, 356 ont été réalisés pour 152 positifs. Quand vous prenez les résultats du 24, nous avons 81 échantillons qui ont été testés pour 35 positifs. En fait, je crois qu'il y a un abus de sollicitation lié à la psychose. Et généralement, quand les gens sont dans cette psychose, ça fait que quand les équipes sont assez fragiles, on glisse facilement vers les tests. Donc il faudra peut-être que vous soyez peut-être un peu indulgent quand on veut d'attendre. Parce que quand on oublie de tester 81 échantillons pour avoir 35 positifs, ça veut dire que le tri n'est pas très bien fait. Mais je pense que c'est lié à la psychose. Quant à la capacité technique à faire face à la maladie, le professeur assure que tout est sous contrôle et que l'hôpital Tengandogo à lui seul comprend 400 lits d'hospitalisation. Du reste, avec l'appui de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Burkina Faso bénéficiera dans les jours à venir de matériel de laboratoire, de kits de diagnostic et autres moyens techniques.
Le Covid-19 qui a largement dominé le Conseil des ministres de ce jour, un conseil au format électronique, situation oblige et à la clé de grandes décisions pour les jours à venir. Dès demain, c'est la quarantaine pour les villes de Bobo et Ouaga, y compris également toutes celles qui enregistrent au moins un cas déclaré de Covid. La rentrée des classes, elle, est repoussée au 14 avril. Vous l'aurez compris, l'état d'alerte sanitaire est déclaré au Burkina. Détail de cette rencontre virtuelle du gouvernement avec Idrissa Warga et Christine Koulibaly. Le Burkina Faso est en état d'alerte sanitaire. Une décision forte du e-conseil tenue ce jour avec un seul point à l'ordre du jour, la riposte contre le Covid-19 au Burkina Faso. La déclaration à l'autorité sanitaire, article 66, en vue d'enrayer tout danger de propagation de maladies transmissibles, il pourrait être pris un décret sur proposition du ministre chargé de la Santé instituant l'état d'alerte sanitaire dans une localité ou une région. Dans ce cas, les mesures obligatoires d'hygiène et de prophylaxie sont appliquées dans une période déterminée et renouvelable au besoin. Et l'article 78 dit que l'organisation de la lutte contre les épidémies et les endémies sera déterminée par voie réglementaire. Ça permet donc de couvrir l'ensemble des mesures que nous allons prendre, qui peuvent aller jusqu'à la réquisition des hôtels, afin justement d'apporter des solutions à la question notamment du confinement d'un certain nombre de cas de contact. De nouvelles mesures, mais aussi le renforcement des anciennes. Et ce au regard de l'évolution de la maladie au Burkina Faso. Le Conseil a décidé également de la prise d'un décret portant mise en quarantaine pour une durée de 2 semaines pour compter donc de demain, vendredi 27 mars 2020 à 5 heures, de toutes les villes ou localités ayant enregistré un cas positif au Covid-19. À partir de demain matin, 5 heures, personne ne rentre ni ne sort des villes qui sont concernées. Personne ne rentre ni par cheval, ni par véhicule, ni par vélo. Personne ne rentre, personne ne sort. Donc, réduisons nos déplacements, restons à l'intérieur de nos maisons le plus possible en appliquant les règles qui ont été prescrites. Un autre article du décret précise que toute autre ville où on connaîtra un cas de Covid pour tester positif sera immédiatement mise en quarantaine. Nous avons également décidé de la prolongation de 2 semaines de la fermeture des écoles, universités, centres de formation. La date de reprise donc est fixée maintenant au 14 avril 2020. Mais cette date pourrait connaître un réaménagement en fonction de l'évolution de la pandémie. Et au ministre de préciser qu'avec l'état d'alerte sanitaire, les mesures antérieures qui arriveraient à terme seront automatiquement reconduites pour 2 semaines. Quant à la question de l'approvisionnement du pays, le ministre en charge de la question prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter d'éventuelles ruptures. Voilà, Monsieur le ministre, nous avons le plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va justement parler de cette décision adoptée aujourd'hui par le gouvernement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner les implications de la quarantaine? Merci, je pense que c'est important que nous précisions cela. Quand nous parlons de quarantaine, il s'agit de l'interdiction d'entrée et de sortie des populations dans les villes que nous avons citées. Ce qui veut dire donc que pour Ouagadougou, toutes les populations qui sont comprises entre les postes de police ne peuvent plus passer ces postes de police-là, et toutes celles qui sont de l'autre côté de ces postes de police ne peuvent plus entrer dans la ville. C'est-à-dire donc que nous avons une interdiction à l'entrée et à la sortie. Pour autant, à l'intérieur des villes, les activités se poursuivent. On a demandé cependant à ce qu'il y ait une réduction des déplacements. Tout ce qui est déplacement inutile doit être limité. L'objectif, c'est effectivement à la fois d'empêcher que nous soyons porteurs de Covid de nos villes vers les autres villes ou vers les autres régions du Burkina, mais également en réduisant le nombre de nos déplacements à l'intérieur, ça évite justement des contacts potentiels et ça évite donc la propagation du virus. Donc je voudrais préciser que j'ai entendu beaucoup de choses se dire immédiatement. Demain, la ville n'est pas en confinement. Les gens peuvent sortir, aller vaquer à leurs occupations dans le respect des dispositions prescrites au niveau de la santé. Nous souhaitons que, et nous appelons à ce que les déplacements soient les plus réduits. La quarantaine veut dire que pour les villes que nous avons citées, et je voudrais les préciser encore une fois,
Il s'agit donc des villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Boromo, de Houndé, de Dédougou, de Banfora, de Manga et de Zorgo. Dans ce cas-là, l'entrée et la sortie des villes est strictement interdite aux populations. D'accord. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de confinement. Est-ce que vous pouvez également préciser cette notion pour ceux qui ne savent pas ce qu'elle recouvre? Non, si je commence à préciser ça aujourd'hui, il y aura un mélange. Je ne veux pas faire d'amalgame. Parce que vous en avez fait cas. Non, parce que les gens ont pensé à un moment donné qu'on leur disait de rester dans leur maison et de ne pas sortir. Non. Nous demandons simplement qu'il n'y ait pas de sortie et d'entrée des villes que nous avons citées. Donc les populations ne peuvent pas sortir de la ville, d'autres populations ne peuvent pas y entrer. Mais à l'intérieur de ces villes-là, nous demandons effectivement que les activités se poursuivent dans le respect des éléments que nous avons demandés. C'est-à-dire donc les éléments de distanciation sociale, mais également limiter au maximum les déplacements quand ce n'est pas utile. Alors, monsieur le ministre, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi maintenant, pour cette décision de quarantaine, quand on voit que le Covid a déjà atteint 8 ou 9 villes du Burkina. Oui, pourquoi maintenant? Parce que nous avons dit, nous allons prendre des décisions quand nous allons nous rendre compte de la situation et adapter. Aujourd'hui, nous avons, il y a quelques jours de cela, interdit tout ce qui était transport interurbain, pour limiter cela. Mais au vu justement du fait que nous avons de nouvelles villes qui sont touchées, le cas par exemple de Zorgo, le cas de Boromo, le gouvernement a décidé, en suivant les recommandations faites notamment par le secteur de la santé, d'aller justement vers cette mise en quarantaine des villes. Ce qui veut dire que désormais, toute ville où sera signalé un cas testé positif sera immédiatement mis en quarantaine. Est-ce que si on avait anticipé dans cette mise en quarantaine, on n'aurait pas empêché que certaines villes soient touchées? Si on avait fait beaucoup de choses avant, peut-être qu'on n'aurait pas eu le Covid. Je pense que nous sommes dans une logique, nous sommes dans une logique de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments. Il y a des écueils qui ont certainement été observés dans les premières phases et nous avons tiré leçon de ces écueils-là pour aller plus vite sur d'autres aspects. Je voudrais préciser que la mise en quarantaine ne veut pas dire cependant qu'il y a interdiction en ce qui concerne la circulation des marchandises. Il faut bien comprendre ça. C'est les populations qui ne sortent des cités qui ont la cité ou qui n'entrent pas dans ces cités-là. Il y aura donc des dérogations pour les transporteurs, par exemple? Pour les marchandises, dans des conditions qui seront définies justement par le décret. D'accord. Alors, monsieur le ministre, pourquoi déjà ne pas aller également au confinement quand on sait que la mise en quarantaine empêche que le virus soit véhiculé d'une ville à l'autre, mais bon, il peut toujours circuler à l'intérieur d'une même ville? Je pense qu'il peut circuler à l'intérieur d'une même ville, mais nous pouvons déjà également participer à la restriction. Mettre tout Ouagadougou en confinement immédiatement, je ne suis pas certain que vous avez conscience de l'impact que ça peut avoir sur un certain nombre de couches de population qui parfois ont besoin au quotidien de leur vie de pouvoir faire des activités, ne serait-ce que pour se nourrir, qui ont besoin au quotidien de leur vie de pouvoir sortir, acheter quelque chose pour manger. Donc quand vous dites mettre Ouagadougou en confinement immédiatement, vous pensez peut-être à ceux qui ont les moyens de faire des réserves, mais vous oubliez une grande partie de la population qui n'a pas ces moyens. C'est pour ça nous mettons la ville en situation de quarantaine, comme les autres villes concernées. Nous demandons à l'intérieur de ces villes-là d'avoir des déplacements qui soient le plus réduits, pour éviter justement les contacts, les risques de contact, mais également appliquer de façon stricte les mesures qui ont été dites, les mesures édictées au niveau de la santé, mais également les restrictions qui ont été faites par le gouvernement, c'est-à-dire la question du couvre-feu, la question des transports interurbains. Aujourd'hui, il est formellement interdit d'utiliser les taxis, les tricycles et autres pour tout ce qui est déplacement. Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues, notamment pour les travailleurs, peut-être un réaménagement des horaires dans la fonction publique ou dans le privé? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues dans ce sens? Sur cette question, je pense que le ministre en charge de la fonction publique travaille à faire des propositions. Mais vous savez que beaucoup d'entreprises ont déjà se sont adaptées à la réalité. Beaucoup d'entreprises dans le secteur privé, et y compris au niveau des ministères, ont commencé à essayer un certain nombre de méthodes de travail, en demandant parfois au personnel qui n'était pas essentiel de pouvoir notamment réduire la fréquence. D'autres entreprises ont installé des systèmes de roulement pour permettre à ne pas avoir tout le monde sur le poste de police. On attend bien sûr l'aménagement que va proposer le ministre, mais je pense que les acteurs également essayent d'anticiper et il faut saluer ces éléments qui sont mis en œuvre là. D'accord.
dernière question, Monsieur le ministre. De quels moyens dispose l'État pour s'assurer du respect, notamment de cette mesure de quarantaine? On a vu que pour le couvre-feu, il a fallu que les forces de l'ordre soient déployées au niveau des différentes villes pour s'assurer de l'effectivité. Et pour ce qui concerne la quarantaine, qu'est-ce qui sera fait? Mais j'ai foi que les Burkinabés sont des personnes conscientes du danger dans lequel nous sommes et que le premier moyen dont dispose l'État, c'est quand même l'adhésion des populations à ces décisions-là. Vous savez, quelles que soient les décisions qui ont été prises, que ce soit la fermeture des lieux de culte, que ce soit celle des marchés, ça a toujours été dans le cadre de concertation pour que les acteurs soient le plus impliqués possible afin qu'il n'y ait pas de réticence. Pour le reste, je pense que force reste à l'État et que les acteurs qui seront dans des situations de ne pas respecter seront donc punis par la loi. Je rappelle que le Code de santé publique dit que dans le cas justement de la déclaration d'alerte de la situation dans laquelle nous sommes, il y a des sanctions qui sont prévues pour ceux qui ne respectent pas les éléments. Mais je pense que nous n'arriverons pas là afin que justement les acteurs, chacun ait conscience des enjeux à ce niveau-là et que nous ayons l'élément premier en tête, c'est que nous sommes, chacun d'entre nous, des acteurs de l'arrêt de la propagation du Covid. Et pour être acteur de cela, il nous faut respecter les mesures sanitaires, mais également respecter les restrictions qui sont mises en œuvre. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu Merci sur ce à vous. plateau. Depuis l'apparition du Covid, c'est toute la communauté scientifique qui est mise en branle, d'où la mise en place au Burkina d'une commission ad hoc par le Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation. Les concertations ont finalement abouti à la mise en place de 2 essais cliniques, l'un constitué d'une association de la chloroquine et de l'azithromycine et l'autre un remède traditionnel, un phytomédicament venu du Bénin. Des essais qui seront soumis au comité d'éthique dès demain. Nous voyons cela avec Idrissa Warga et Christine Koulibaly. Dans la riposte contre le Covid-19, 2 essais cliniques seront menés au Burkina Faso. Le premier avec la chloroquine associée à l'azithromycine qui seront administrés aux patients à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le deuxième essai à ce niveau-là, il s'agit donc de faire des essais cliniques sur 64 malades, 2 groupes de 32. Le premier groupe de 32, on va administrer l'apivirine. L'apivirine qui est un produit antirétroviral mais aussi antiviral. C'est des phytomédicaments qui ont été développés au niveau donc, du Bénin. Et lorsqu'il y a eu les premiers cas, il y a des malades qui ont eu recours à l'apivirine qui est venue du Bénin. Et donc on a constaté effectivement une amélioration de leur état de santé. Mais pour passer à une utilisation massive de ce produit-là, on a décidé de mettre au point donc un essai clinique qui va nous permettre donc d'aller sur un groupe avec l'apivirine et un deuxième groupe avec la chloroquine. À la question de savoir comment se fera l'approvisionnement en chloroquine disparu des rayons des pharmacies, le professeur Al-Kassoum Maïga rassure. Nous disposons aussi d'une unité e-pharma pour donc la fabrication, la production des comprimés. Et à l'occasion du Covid-19, nous avons décidé d'activer ce e-pharma parce que comme la chloroquine n'était plus utilisée, e-pharma ne produisait plus ce type de comprimés. Mais nous avons décidé de réactiver ça pour qu'on ait une capacité de production du paracétamol et de la chloroquine. Au cas où donc, nos essais s'avéraient concluants, le Burkina a les capacités de produire sur place les paracétamol et la chloroquine à travers donc, les laboratoires donc, et les unités de production de l'IRSS. Au plan national, des produits de tradipraticiens sont signalés. En attendant des investigations nécessaires, les 2 essais qui se veulent dynamiques seront soumis dès demain vendredi au comité d'éthique pour avis. Barrer la route au Covid passe également par des actions citoyennes de solidarité. Dans cette dynamique, le président de l'Assemblée nationale était ce matin aux côtés de l'équipe de riposte à la pandémie. Une visite d'encouragement moral mais aussi matériel avec un don de 250 combinaisons et 2000 masques. Le témoignage de Moussa Ouedraogo et Ernest Kambiri. Covid-19. Le président de l'Assemblée nationale au centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires courues.
Malgré les risques éventuels, Alassane Balassa Kandé est là pour apporter son soutien et celui de la représentation nationale aux efforts déployés depuis ce centre pour faire face au quotidien à la pandémie du coronavirus. Nous sommes venus apporter notre soutien, le soutien de la représentation nationale, non seulement à Corus, mais à tout le monde médical, que ce soit les médecins, les infirmiers, les paramédicaux, tous ceux qui travaillent dans le monde hospitalier. Pour nous, c'est leur apporter le soutien de la représentation nationale. Nous savons également les risques qu'ils courent matin et soir. Nous savons également que ce n'est pas simple pour eux. Nous savons qu'ils sont exposés. Mais malgré tout cela, ils se battent. Ils se battent pour sauver des vies. Ils se battent pour faire en sorte que le virus ne puisse pas se propager encore plus longtemps. Pour une prise en charge plus adéquate des malades du Covid-19, Alassane Balassa Kandé a fait don d'un lot de matériel médical au Corus. 250 combinaisons et 2000 masques de protection sont ici remis au comité de veille au profit du personnel soignant. Nous en avons vraiment besoin. Et ce qu'il a amené, il l'a cité tout de suite, c'est du matériel qui va être immédiatement déployé pour la lutte contre le Covid-19. Par contre, je voudrais, au nom de l'équipe de la riposte, le remercier parce qu'il aurait pu envoyer donner, il aurait pu rester et puis nous appeler, mais il est venu au front malgré les risques. Non seulement pour faire la revue des troupes, mais pour comprendre vraiment ce qui se passe au front de cette lutte-là. Donc c'est la preuve que les plus hautes autorités, nous sommes sûrs que nous avons le soutien des plus hautes autorités de ce pays-là. Et ça nous réconforte et ça nous renforce dans notre devoir. Au-delà de ce geste, salué à sa juste valeur par le professeur Martial Ouedraogo, Alassane Balassa Kandé, tout en ayant une pensée pour tous les malades du Covid-19, annonce qu'une contribution populaire est en étude au sein de l'Assemblée nationale pour faire en sorte que chaque Burkinabé des villes et des campagnes puisse apporter sa modeste contribution à la lutte. La solidarité qui s'exprime également au travers du groupe Coris. Il met la main à la poche avec un soutien de 200 millions au gouvernement et du matériel sanitaire. Un geste bien apprécié qui est aussi une invite à la solidarité pour d'éventuels donateurs. La remise avec Rasman Ezundi et Beleman Nestor Toé. Des combinaisons de protection, de la solution hydroalcoolique, des aspirateurs et bien d'autres matériels sanitaires d'une valeur de 50 millions de francs CFA. À ces dons s'ajoute une enveloppe financière de 150 millions de francs CFA. C'est la contribution du groupe Corus à la lutte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Notre groupe, le groupe Corus, à travers sa fondation, a estimé qu'il était important d'associer sa contribution à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et c'est à ce titre en réalité que ce matin, nous procédons à une remise de dons d'une valeur de 200 millions de francs CFA, composée de matériel et d'équipements pour la bonne prise en charge des malades, mais aussi surtout pour le personnel soignant qui doit être protégé aujourd'hui, afin que les malades puissent être bien suivis. Le matériel arrive à point nommé et va permettre une bonne prise en charge des patients et aussi garantir une meilleure protection du personnel soignant, selon le professeur Martial Ouedraogo. Coris Bank vient de nous tirer une épine du pied. Et donc, au-delà de ça, Coris Bank a fait également un geste fort, qui est de donner l'exemple, afin que d'autres structures puissent suivre cet exemple-là. Et enfin, je pense qu'ils ont fait d'une pierre trois coups, parce que leur présence ici, au front, parce qu'ici c'est le front, contribue à motiver suffisamment, surtout qui sont représentés au sommet. Le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie Covid-19 promet une utilisation immédiate et rationnelle du matériel. Il invite aussi les bonnes volontés à emboîter le pas à la Fondation Corus. À la date de ce 25 mars, le Burkina Faso enregistrait 146 cas confirmés au Covid-19.
Elle est effective depuis ce 26 mars à la fermeture des marchés Zeyar. 35 touchés pour ce qui concerne la commune de Ouagadougou. Notre équipe composée de Adama Guiti et Sébastien Zongo a promené sa caméra dans 3 grands marchés. Voyons ensemble le constat. Il est 9h30 au marché central de Ouagadougou. Le décor et l'ambiance sont inhabituels. Les stands, allées et parkings partagent le même qualificatif, vide. Rodwoko est fermé en application des mesures prises pour stopper la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. 36 marchés et yards de la capitale sont concernés jusqu'au 20 avril prochain. La mesure est appliquée, mais pas bien appréciée. Si on pouvait nous permettre de vendre le matin et fermer le soir, ce serait bien. Sinon, ne pas vendre pendant un mois, ça va être très difficile à supporter. Que Dieu éradique cette maladie de notre pays. Normalement, le gouvernement devait prévoir quelque chose pour nous aider à soutenir nos familles. Mais s'il n'y a pas de soutien, c'est un autre problème que ça va causer. À 10 yards dans le quartier Nonsin, c'est le même constat. Mais certains commerçants avaient ouvert avant d'être contraints de refermer par les forces de sécurité. C'est vrai que cette maladie tue, mais cette mesure risque de nous tuer aussi. Je pense que c'est mieux d'envisager une autre solution que la fermeture des marchés, avec la sensibilisation et l'application des mesures d'hygiène. À la cité 1-2, cette vendeuse de légumes a fui le marché pour s'installer en bordure de route avec plus d'une demi-tonne de haricots verts. Ma marchandise devait arriver hier, mais c'est aujourd'hui que je l'ai reçue. Si ça reste jusqu'au soir, je risque une perte d'environ 300 000. Et pourtant, selon certains, aucune consigne de fermeture n'a été donnée dans ce marché. Il y a eu échauffourée avec la sécurité. C'est dans les médias que j'ai eu l'information comme tout le monde. Je ne pouvais pas donner une consigne sur cette base. Ce sont des politiciens qui nous ont choisis. Sinon, ils ne nous ont pas impliqués. Mais je respecte la consigne à titre personnel. Comme ailleurs, quelques commerçants rencontrés sur place avouent que la fermeture des marchés et yards pour lutter contre la propagation du coronavirus est une pilule très difficile à avaler. Cible également des mesures, les restaurants, maquis et bars, éviter au grand maximum les gros rassemblements, c'est l'objectif du gouvernement. La mesure entrée en vigueur hier est-elle effective? Réponse avec Jean-Eudes Baella et Amadou Marcel Atto. Pas de musique, ni de clients. Pourtant, nous sommes dans un maquis. Seulement, le responsable dans les locaux pour sensibiliser et s'assurer de la fermeture au public. Compte tenu de tous les décrets qui sont descendus concernant les débits de boissons et autres, voilà, donc, nous avons respecté dans les normes. Depuis le matin, tout est fermé, tout. Même tout à l'heure, on essayait de véhiculer, mes secrétaires étaient là dehors. Elle essayait de véhiculer un peu quelques messages à certaines personnes qui étaient venues s'asseoir juste derrière, juste derrière la terrasse là, qui était en train. Donc j'étais obligé de venir, venir apporter un peu mon soutien un peu à ces secrétaires qui étaient face à des personnes vraiment qui, je ne vais pas dire en découdre, mais qui voulaient coûte pour coûte s'asseoir. Pas de traces de clients non plus dans ce bar, d'habitude bondé. Seul l'agent de sécurité veille sur le matériel. Depuis hier soir, on a fermé même. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu ce matin même. Quand on dit qu'on ferme, les femmes là, sont venues et sont rentrées. Donc, ils sont fermés, ici seuls. C'est une décision que vraiment le pays a vraiment besoin. Parce qu'imagine, on ferme tous les autres coins, mais les maquis sont toujours ouverts. On vient trouver au minimum des centaines de personnes, des centaines qui sont assis. Alors que, de toute façon, on parle de la pandémie là. Dans l'alcool,
tu peux te lever même saluer ton voisin, quoi. Quelqu'un même peut aller prendre dans un autre maquis, venir donner. Tout ça là, vraiment, s'il y a ça et que chacun reste chez lui, je trouve que c'est une très bonne chose. Cependant, si la majorité des bars et maquis sont inaccessibles à la clientèle, beaucoup se rabattent sur les cabarets où les calebasses font place aux bouteilles et verres. Comme les maquis sont fermés, nous aussi on a cherché des petits coins comme ça, voilà, pour nous distraire avant de rentrer. Quoi. On ne se salue pas, voilà, on est assis, par exemple, on a dit par exemple 2 mètres ou 1 mètre, voilà, donc on est écarté comme ça, on est en train de boire notre bière avant de rentrer. La mesure pour contrer la propagation du Covid-19 concerne également les espaces aérés. Ici, le riz au Sumbala est toujours produit, mais sa distribution est revue suivant les mesures sanitaires. L'entrée, vous voyez que l'espace est vide, alors que c'est un espace toujours bondé de monde, surtout en ces temps de chaleur. Depuis matin, les gens viennent en file indienne, mais nous leur conseillons de prendre seulement à emporter parce qu'il faut respecter les autorités. Donc, ils prennent à emporter. Certaines personnes restent toujours dans leur voiture. Du fait que nous n'avons même pas fait sortir les chaises, et puis ils prennent à emporter, et puis ils rentrent chez eux. Ceux qui ont nos numéros nous appellent avant de venir. Les gens veulent se détendre, mais c'est la situation qui se présente comme si. Malgré le manque à gagner dans leurs activités, de nombreux tenanciers se plient aux mesures, évitant ainsi les grands rassemblements et par là la propagation du coronavirus. Constat également Fada dans l'est du Burkina, mais cette fois-ci par les autorités communales et sanitaires. Une visite inopinée dans les débits de boissons pour s'assurer de l'effectivité des mesures sanitaires, mais aussi procéder à une sensibilisation aux règles d'hygiène. Seydou Ninchema et Ibrahim Hassanou. Nous repasserons certainement au cours de la semaine. Et cette fois, ce ne serait pas pour sensibiliser, mais c'est pour prendre des grosses décisions. Le maire de la ville de Fadangourma dans les débits de boissons. Cette visite inopinée a pour objectif de faire le constat sur l'application des mesures pour contrer la propagation du Covid-19. Dans ces débits de boissons, à part le dispositif de lave-mains, les autres mesures sont foulées aux pieds. C'est pour nous d'abord qui sommes ici, les hôtesses, tout le personnel, ça nous protège nous d'abord. Et ça nous rassure aussi qu'il y a ces mesures qui ont été prises. C'est comme il a dit tout à l'heure, il y a un décret qui est sorti où on ne doit plus laisser les clients s'asseoir sur place pour consommer. Ils doivent venir seulement commander et emporter la bière CG. Je pense qu'on va essayer de faire cela. Dans cet autre maquis, c'est une séance de lavage des mains avec les serveuses qui est improvisée. Après la sensibilisation, les clients sont désormais prêts à adhérer à la mesure. Au nom des clients, nous disons merci à tous ceux qui sont venus nous sensibiliser à ajouter. Et comme nous avons la permission de boire nos dernières bières, nous allons les boire et chacun va retourner chez lui tranquillement. Merci monsieur le maire, merci à tout le monde. Au total, 5 débits de boissons ont reçu la visite de la délégation. Nous avons été désagréablement surpris de constater que c'est comme si de rien n'était. Les gens continuent de se comporter comme s'il n'y avait rien. Et nous avons pensé qu'il était de notre devoir, pour ce premier jour, de passer à la sensibilisation. Attirer l'attention des gérants, attirer l'attention des clients sur les dispositions à prendre. Et dans les jours à venir, nous serons donc obligés de passer à la phase de la répression. Aucun cas de Covid-19 n'est encore confirmé dans la région de l'Est. Ces mesures sont d'ordre préventif selon les maires, car au dernier bilan du 23 mars, le Burkina comptait déjà 114 cas confirmés de Covid-19. L'on se souvient de l'interdiction des voyages en commun par le ministère des Transports. La mesure a pris effet depuis le 23 mars, mais peine dans son application pour la ville de Banfora. Les conducteurs de minicar d'Idinar sont ceux qui sont prompts à la braver et l'axe Banfora-Niangoloko devient celle des bonnes affaires. Karim Ilboudo et Karim Assissé. Gare routière de Banfora. Ici, certains minicars rentrent et ressortent comme si de rien n'était, en ce lundi 23 mars 2020. Et ce, malgré le décret pris par le ministère des Transports. Un décret interdisant les voyages en commun. On a dit que toutes les frontières sont fermées, qu'il n'y a pas de transport en commun. Si c'est le transport, les remorques,
ça peut aller. Si c'est notre transport, nous fait, c'est Dina. Voilà, nous, ça qu'il n'y a pas à voir aujourd'hui. Voilà, pour les sont en train de jongler. Si certains font fi de cette mesure, d'autres par contre ont décidé de la respecter. Depuis le matin, ils disent immobiliser leur véhicule, nous rassure-t-il. On pensait qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui allait mettre en place un système pour empêcher les chauffeurs de voyager. Mais depuis le matin, je constate que certains continuent de voyager. En partance pour Mondon, via Banfoura, Sanoufa Sourabié apprend à sa grande surprise qu'il lui est impossible de continuer son trajet. Je voulais même passer par Aurora. Je suis arrivé là-bas, on dit qu'il n'y a pas de voiture. Donc, j'ai dit que je vais prendre Dina venir ici. Maintenant, arrivé ici, je vais prendre le car surtout. Arrivé ici aussi, on me dit que non, qu'il n'y a pas de car. En cours de route pour Yédéré, nous avons croisé plusieurs mini-cars en circulation transportant des passagers. Si certains ont accepté de répondre à nos questions, d'autres ont tout simplement préféré nous fuir. On quitte Niangoulou, nous on fait Niangoulou Banfoura. Matin même, bon moi-même je pensais que matin là bon. Notre voyage n'aura pas lieu, mais après moi j'ai vu les gens sont en train de partir, donc ça cause de ça moi aussi. Bon, j'ai pris mon chemin. Bon, moi-même je suis rentré la nuit. Je viens de rentrer la nuit, on nous a libéré la nuit. Je suis rentré trouver les gens, on a chargé le camion la nuit et puis je me suis retourné le matin. On reste à Niangoulou. Certains chauffeurs refusent même de s'arrêter malgré l'insistance des forces de l'ordre. Ce conducteur en fait partie. Malheureusement pour lui, l'un des policiers l'a suivi et retiré ses documents. Dans le Sénat et précisément à Dori, les autorités locales ont privilégié le constat de visu en sillonnant les rues et les lieux dits stratégiques. À terme, c'est le satisfait qui se dégage au regard des mesures et dispositions mises en place. Faisal Amassissé et Pinidjian. Le Covid-19, une maladie qui trouble le sommet des Burkinabés. À Dori, le haut-commissaire de la province du Sénat et le maire de la commune de Dori veulent s'assurer des dispositifs et les mesures mises en place dans la ville pour barrer la route à cette pandémie, d'où cette sortie de visite des lieux. Ce qui est important à signaler déjà, ce sont les mesures de sensibilisation qui sont déjà mises en place, et par le gouvernement, et par les autorités régionales, et par l'autorité communale. C'est vrai que nous avons fait un tour au CHR, nous avons vu tous les dispositifs, les appareils flambants neufs qui ont été mis à notre disposition grâce en tout cas au ministère de la Santé. Nous avons également fait le tour à la sortie pour voir comment les passants sont flashés. Nous nous sommes soumis en tout cas aux tests. Dieu merci, il n'y a pas de cas. Nous remercions en tout cas déjà toutes les bonnes volontés et nous en appelons à la bonne compréhension de toutes et de tous. Les gares routières, les hôtels, les restaurants ainsi que les bars de la ville sont tombés sous le clou de fermeture d'un arrêté du maire de la commune. Certaines personnes n'ont même pas attendu d'avoir l'arrêté pour prendre des mesures et on est satisfait de ce qui est fait et avec le haut-commissaire on a eu à échanger avec les tenanciers, avec les opérateurs. On sent déjà qu'il y a un travail de sensibilisation qui a été fait, mais nous avons aussi des réponses très favorables au niveau de tous ces différents services, ces différentes structures. Et donc a priori on est satisfait déjà de la situation du point de vue sensibilisation. Le message sur les mesures de protection semble passer, mais il ne faut jamais baisser la garde. Il faut accentuer la sensibilisation de la population sur le Covid-19, foi des autorités. Hors de chez nous, le Covid-19 fait rage en Italie et au nombre des victimes, les prêtres. 67 en sont décédés selon le dernier bilan fourni ce mercredi. Des dizaines d'autres sont actuellement contaminés. C'est l'un des rares sons à venir briser un silence de cathédrale dans ces rues désertes d'Italie. Dans le pays, les messes ont été annulées, mais les églises restent ouvertes. Résultat, plus de 60 prêtres contaminés par le coronavirus sont décédés, selon un journal catholique. J'oserais dire qu'en tant que prêtre, nous sommes en deuxième ligne en quelque sorte.
Nous devons reconnaître le rôle des médecins et des infirmières, les risques qu'ils prennent chaque jour. Nous prenons moins de risques. Moins de risques, mais des risques quand même. Le 10 mars, alors que la pandémie prenait de l'ampleur, le pape François avait demandé aux prêtres, je cite, d'avoir le courage de sortir et de voir des malades. Un appel visiblement entendu. Ne sachant pas que ce virus était si dangereux et contagieux, notre curé a poursuivi son travail. Il est allé dans les maisons à célébrer les funérailles et quand il a été infecté, il ne s'est pas arrêté immédiatement. Le diocèse de Bergame en Lombardie est le plus touché, avec en tout 22 prêtres décédés. Au Mali voisin, le chef de file de l'opposition politique, Soumaïla Cissé, est porté disparu. Aucun signe de vie depuis l'après-midi de ce 25 mars, alors qu'il se trouvait dans la région de Tombouctou en compagnie de sa délégation. Son convoi a été la cible d'une attaque. Son garde-corps a perdu la vie et 4 autres membres de la délégation sont blessés. Soumaïla Cissé était en campagne pour les législatives prévues pour ce dimanche. Nous en venons à la page consacrée au Covid. Ce soir, c'est avec le docteur Isidore Traoré que nous nous entretenons. Le patient guéri peut-il encore contracter la maladie? Reste-t-il contagieux? Élément de réponse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette tranche d'éclairage sur le Covid-19 avec un spécialiste de la santé. Ce soir, nous parlons de la guérison de cette maladie. Et oui, on peut bien guérir du coronavirus, mais à quelles conditions? Nous en parlons avec le docteur Isidore Traoré, épidémiologiste au centre Muras de Bobo-Dioulasso. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, à quel moment peut-on dire qu'un patient est guéri du coronavirus? On peut dire qu'un patient est guéri du coronavirus si ce patient ne présente plus les signes que sont la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires et que ce patient a 2 tests négatifs qui sont réalisés à un intervalle de 24 heures. Alors, on peut donc bien guérir du Covid-19, mais on imagine que même guéri, certaines personnes pourraient garder leur distance de la personne guérie. Dites-nous, est-ce que le malade guéri peut malgré tout être toujours contagieux? Effectivement, pour certains pays où il n'y a pas les capacités de tester, de faire les 2 tests à la fin des signes pour déclarer les patients guéris, les patients qui ne présentent plus les signes, 48 heures après la fin des signes, ces patients sont souvent autorisés à rentrer chez eux. Alors qu'une étude qui a été réalisée récemment vient de montrer que les personnes peuvent continuer à sécréter le virus 20 jours après le début des signes. Donc, ce qui fait qu'il est recommandé que ceux qui n'ont pas bénéficié des 2 tests à la fin et qui sont rentrés chez eux continuent donc de respecter ces mesures de sécurité pendant au moins 7 jours, car ils peuvent être toujours contagieux. Alors l'autre question que l'on se pose, c'est de savoir si après la guérison, on peut encore contracter la maladie. Docteur, une personne guérie du coronavirus, est-elle immunisée ou pas? À ce jour, nous n'avons pas suffisamment de données pour déclarer qu'une personne guérie n'est plus à risque de refaire la maladie. Mais si on se réfère à ce qui se passe pour la grippe, et étant donné que pour le coronavirus, nous avons présentement 2 souches qui circulent, une personne qui a fait la maladie avec une souche peut encore refaire la maladie avec une autre souche. Et de ce fait, nous recommandons aux personnes déclarées guéries de respecter les mêmes mesures de prévention que pour la population générale. Est-ce que la maladie peut avoir des séquelles après la guérison? La majeure partie des patients qui souffrent du coronavirus guérissent sans séquelles. Mais il est rapporté un certain nombre de séquelles qui peuvent persister, notamment des douleurs musculaires qui peuvent persister des semaines, la perte du goût et de l'odorat, et également des séquelles pulmonaires pour ceux qui ont fait des cas graves. Et en pareille circonstance, quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir est édictée par les spécialistes qui sont chargés donc de la prise en charge de ces cas. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ces éléments d'éclairage sur la guérison du coronavirus. Nous étions donc avec le docteur Isidore Traoré du centre Muras de Bobo-Dioulasso. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Respectez strictement les mesures barrières pour éviter toute contamination. Et à demain pour un autre numéro.
Et au prochain numéro, il sera question des enfants et des femmes enceintes. Peuvent-ils contracter ou développer des formes graves de la maladie? La réponse, c'est aux 20h de demain. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et bonsoir.